bipédie, ou aptitude à marcher sur deux pieds, nécessite de nombreuses contraintes dont certaines ne sont que partiellement résolues chez les hommes actuels, rendant parfois instable son équilibre et dangereux son déplacement. La bipédie implique dans sa définition la verticalisation du rachis, l'extension de la jambe, la stabilisation du bassin, une marche plantigrade, l'exclusivité de ce mode de déplacement. L'évolution vers la bipédie peut artificiellement être divisée en deux grandes périodes caractérisées par l'importance des acquis. La première débute par une mutation certainement fondamentale, il y a environ 5 à 6 millions d'années, quand le trou occipital reste bloqué en position antérieure, donc bien avant que le volume du cerveau prenne son essor. La deuxième période, plus floue, correspondrait à de multiples micromutations concernant la physiologie du pied. Ces remaniements concernent l'adduction du premier rayon, la moins grande mobilité du cuboïde, l'élargissement du calcanéum, le rétrécissement du deuxième métatarse et la plus grande rectitude des phalanges, anciennement incurvées vers le bas. La période concernée par ces transformations se situerait avant Homo erectus, précédant ainsi les grandes migrations colonisatrices intervenues il y a environ 2,5 millions d'années. Cette hypothèse semble corroborée par la découverte à Olduvai, en Tanzanie, d'un pied certes incomplet d'Homo habilis étonnamment moderne. En quelques millions d'années, le pied perd sa fonction préhensile proche de celle de la main et acquiert les caractéristiques nécessaires au maintien du corps debout et au déplacement. Il n'est pas certain que l'ensemble de ces modifications phénotypiques résulte de mutations directement en rapport avec la bipédie. Du pied au pas, il n'y a qu'un pied. On appelle en effet pas la distance comprise entre deux appuis du même pied. Cette distance varie en fonction de la taille de l'individu, mais aussi avec la longueur de ses membres inférieurs. Lors d'un demi-pas, l'angle des fémurs est d'environ 60 degrés. La mesure d'un pas, réalisée pour un homme mesurant 1,70 m, marchant à 5 km/h et présentant une longueur de jambe de 0,85 m, donne une valeur de 1,60 m, longueur pouvant varier en fonction de la vitesse de la marche. Plus la marche est lente, moins la distance est grande. Pendant la marche, le pied est légèrement orienté d'arrière en avant vers l'extérieur. Cette inclinaison, appelée angle du pas, varie d'un individu à l'autre en fonction de l'orientation des cotyles et de la torsion tibiale. En moyenne, elle est chez l'homme moderne de 6 à 8 degrés. Mais cette valeur tend à augmenter avec l'âge pour atteindre des valeurs oscillant autour de 15 degrés. Cet angle se réduit quand la marche est plus rapide et se rapproche alors de 0 degré. Le pas se caractérise également par sa largeur qui correspond à la distance entre le talon et la ligne de marche, ligne fictive placée entre les deux pieds suivant l'axe du déplacement. Chez l'homme moderne, cette distance est approximativement de 6 cm. Le pied des bipèdes modernes se caractérise par des modifications portant sur l'anatomie et la physiologie. Lucie apparaissant dans cette mise en place comme un intermédiaire encore imparfaitement adapté à la bipédie, si tant est que nous soyons parfaitement bipèdes, ce qui est loin d'être le cas. Malheureusement, mis à part les traces découvertes à l'Aétolie par Marie Lequet et quelques éléments post-crâniens d'Australopithèque, les os du pied sont pratiquement inexistants sur les sites où ont été découverts les archanthropiens, on ne dispose que de très peu d'éléments objectifs. Un des premiers caractères en rapport avec la marche bipède plantigrade permanente est fonctionnel. Il concerne la modification ou la disparition des muscles moteurs du pied. Dans certains cas, la perte peut être effective. C'est le cas pour l'opposant du pouce, même si la chair carrée peut être considérée comme un réarrangement local de ce muscle. Dans d'autres cas, le muscle persiste, mais perd son caractère fonctionnel. C'est le cas pour l'opposant du 5, incapable d'opposer aujourd'hui quoi que ce soit. Ces transformations morphologiques agissent également sur le caractère fonctionnel de l'autopode.
La stabilité de la cheville est renforcée par le développement de la proprioception. Une voûte plantaire se dessine. Les zones d'appui sont élargies, notamment au niveau du talon et des phalanges. La mobilité générale est réduite. Une des particularités du pied moderne résulte dans l'acquisition de la voûte plantaire, des pressions s'étendant du calcanéum à la base des métatarses. Cette structure, plus ou moins effacée ou creusée, est maintenue par la chair carrée de Sylvius, l'aponévrose plantaire, équivalent de l'aponévrose palmaire, et le tendon du long péronnier latéral. La découverte par Marie Leakey en 1976 à Laetoli en Tanzanie de traces de pas fossilisés correspondant à deux individus révolutionna le monde des chercheurs travaillant sur l'apparition de la bipédie. Il s'agit de deux pistes parallèles laissées par des hominidés sur une longueur de 27 mètres dans une couche de cendres volcaniques dont l'estimation est comprise entre 3,4 et 3,8 millions d'années. La taille de ces empreintes montre que l'âge ou le sexe des deux individus, s'il existait un dimorphisme sexuel important, sont différents, adultes et jeunes, ou mâles et femelles. Les empreintes les plus petites, intitulées G1, mesurent 17 à 20,5 cm de longueur, et les plus grandes, G2, de 30 à 30,5 cm, soit des tailles comparables à celles observées respectivement chez une femme chaussant du 34 et un homme du 44 ou 45. Les distances entre deux talons enjambés sont respectivement de 46 et 47 cm pour G1 et G2, ce qui montre que les deux individus marchaient côte à côte à la même vitesse. Le sujet à l'origine de la trace G1 devait proportionnellement réaliser de plus grands écarts de jambes pour se tenir à la même hauteur, à moins que galamment, ce soit le grand mâle qui ait attendu sa femelle en faisant des petits pas d'environ 98 cm. L'étude de la piste G2 indique très nettement que l'axe des pieds est presque parallèle à celui du déplacement, quelques degrés à zéro. Ce qui n'est pas le cas pour le sujet G1, qui lui présente au contraire des inclinaisons nettement plus marquées, variant de 20 à 30 degrés, identiques à celles de l'homme moderne. Ce phénomène implique une rotation du bassin jamais décrite en dehors de l'espèce humaine. Cette particularité conforte le fait que l'individu de la piste G2, du fait de sa plus grande taille, devait se déplacer en réalisant de moins grandes ouvertures de jambes, peut-être pour éviter de glisser sur le sol humide. Compte tenu de l'assurance avec laquelle l'individu de la piste G1 se déplace sur ce même sol, il est possible d'imaginer qu'il se tient au sujet G2. Cette dernière hypothèse expliquerait pourquoi les deux pistes se suivent étroitement en respectant toujours le même écart, d'ailleurs si faible qu'il est impossible de manière expérimentale de réaliser des empreintes aussi proches sans se tenir très étroitement serrées. Une expérience récente, réalisée dans de la boue présentant des caractéristiques proches de celles de Laetoli, granulométrie, humidité, montre que le seul moyen de reproduire ce type de piste est soit de marcher l'un derrière l'autre, soit en s'enlaçant par la taille ou le cou. En se tenant par la main, l'espace se trouve être plus grand de 10 cm. L'hypothèse du sol glissant, retenue par les différents auteurs travaillant sur le sujet, n'est pas totalement compatible avec l'expérimentation. Le caractère glissant du sol est en effet le résultat de deux phénomènes simultanés, un sous-sol relativement ferme et une couche superficielle très humide. Pour réaliser des empreintes du même type que celles laissées à Laetoli et présentant une profondeur identique, le sol doit présenter deux caractéristiques physiques particulières. D'une part, une granulométrie très fine, ce qui était le cas avec les cendres volcaniques. D'autre part, une humidification profonde, caractère physique également constaté pour la piste des hominidés. L'expérimentation, réalisée dans ces conditions, montre que le caractère glissant n'existe plus et qu'il devient difficile d'extraire son pied du sol, effet tire-pavé. Il ressort de cette observation que la faible vitesse de marche n'est pas en rapport avec le caractère glissant du sol, mais vraisemblablement avec son extrême adhérence. Dans ces conditions physiques très particulières, les caractéristiques de la voûte plantaire se trouvent estompées par le phénomène d'adhésion entre les deux surfaces.
Alors que le dessin de la voûte plantaire est très bien caractérisé sur un sol glissant où l'enfoncement est limité, il devient beaucoup moins net en sol boueux profond. La largeur des pieds de l'Aetoli est plus importante vers l'avant que vers le talon. Cette observation montre le caractère encore primitif du pied qui présente à cette époque un premier rayon très adducté par rapport au deuxième. Sur plusieurs empreintes, la boue s'est très nettement insinuée entre le deuxième et le gros orteil. Le talon est de taille normale par rapport à la largeur de la partie médiane du pied, mais il semble très enfoncé dans le sol, preuve que le sol était très mou. Le poids des individus conséquent et le calcanéum relativement étroit, comme celui de Lucie. La voûte plantaire est peu marquée, mais elle semble exister faiblement sur plusieurs empreintes. À ce niveau, l'empreinte G2 est exactement du même type que celle obtenue chez certaines ethnies africaines actuelles. Cette particularité, appelée pied ethnique, est commune à une grande partie de l'Afrique noire, mais plus marquée encore au Mali, au Sénégal et dans les pays de la région équatoriale. Il est donc impossible, à partir de ces empreintes, de définir si les deux individus présentaient réellement un pied archaïque ou déjà un pied plat moderne de type ethnique ou encore ancestral. Une étude podoscopique réalisée en 2002 à propos de 1304 empreintes appartenant à diverses populations mondiales montre qu'il existe des différences significatives suivant les ethnies considérées. Les valeurs étudiées sont le MAI, qui correspond au rapport entre la pression exercée sur la zone de milieu du pied et la pression exercée sur l'ensemble du pied. Le rapport de longueur CD sur AB, égal à la valeur de l'isthme CD, divisé par la longueur du pied AB. Le rapport CD sur EF, équivalent à la largeur de l'isthme divisé par la largeur maximale de la bande talonnière EF, mesurée perpendiculairement au grand axe du pied. Le AI, ou arche index, correspondant à la surface médiane du pied, soit la surface totale divisée par 3. Cette étude montre que la quasi-totalité des mesures effectuées sont significativement différentes de celles utilisées en référence pour le pied. Le pied africain est à la fois le plus large et celui qui présente un MAI et un AI les plus significatifs par rapport aux autres populations asiatiques, caucasiennes, africaines septentrionales. La grande similitude entre le pied antillais et le pied africain met en évidence la proportion peu élevée de métissage entre cette population et les émigrants caucasiens. Il n'existe pas de différence significative entre les paramètres mesurés chez les Africains du Nord et la population kabyle. Ces deux groupes présentent des caractéristiques intermédiaires entre les populations nordiques définies comme caucasiennes et les ethnies africaines. Elle montre, sans ambiguïté possible, que le pied caucasien, utilisé comme la référence de normalité, ne correspond qu'à une frange extrêmement réduite de la population mondiale. Le postulat, tendant à classer pied ethnique tout ce qui n'est pas conforme au canon des populations caucasiennes, doit donc être définitivement abandonné au profit d'une conception plus large et plus diversifiée des normes, ou plutôt des moyennes, observées dans le monde. Cette étude remet totalement en question la conception pathologique du pied plat et du pied creux, dont les références strictement caucasiennes apparaissent aujourd'hui obsolètes. Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer son apparition. La première considère qu'une voûte plantaire est acquise dès la période d'Homo erectus, et dans ce cas, les pieds dits ethniques sont le résultat de mutations secondaires et relativement récentes, faisant ainsi du pied dit ancestral un pied plus moderne que celui servant de référence. La seconde fait apparaître la voûte plantaire beaucoup plus tardivement chez des populations indo-européennes, alors que les pieds africains demeurent plus proches du pied ancestral. Quelle que soit l'hypothèse retenue, il est clair que la dynamique du déroulement du pied se réalise dans d'aussi bonnes conditions que le pied soit considéré comme ethnique ou non. Le très fameux pied plat, objet de réforme pendant des siècles, doit être considéré aujourd'hui comme une pathologie caucasienne inconnue de la majorité des populations mondiales.